Retour donc cette fois-ci pour parler d'autre chose. On va parler de la journée qui a eu lieu il y a la semaine dernière donc concernant la prévention suicide. Et pour ce faire, on va en parler dans le Gadiam réunionnais. On finira par là. Pour ce faire, on reçoit la présidente de Prévention Suicide. Bonsoir. Bonjour. Alors, Anaïs Kurpanen. Tout à fait. D'accord, nouvelle présidente. Et bien sûr, celle qui, depuis des années, en parle, Danon Lachmi Odayen. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire ainsi, c'est que finalement, plus ça va, plus il faut se donner pour éviter, pour arriver à cette extrémité. Vous voulez dire se donner... Il y a de plus en plus de personnes qui se suicident. Qui fait des TS au moins. Ouais. En tout cas, on sait pas qu'il y a plus de personnes, mais on peut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les chiffres se sont quand même stabilisés depuis ces dernières années. Peut-être que la prévention, ça sert aussi à quelque chose, mais tout de même, on tourne autour de 90 suicides par an, c'est quand même beaucoup trop pour la Réunion. On parle des chiffres à la Réunion, là. De la Réunion, bien sûr, et à peu près 2000 à 3000 tentatives de suicide par an à la Réunion, c'est déjà beaucoup trop. Vous savez, pour moi, même un suicide par jour, c'est beaucoup trop. Et même une tentative de suicide par jour, c'est beaucoup trop. Combien de décès par suicide à La Réunion ? Donc, entre 90 et 100 par an. D'accord. Les causes, les raisons sont... Alors, les raisons, c'est un peu ce qu'on a toujours dit dans l'association. Vous savez, depuis qu'on existe, ça fait dans quelques années, on se rend compte que les causes sont multiples. On n'arrive pas au suicide comme ça. C'est souvent un cumul de facteurs. Un cumul de facteurs un peu de destruction au niveau de sa vie. Des facteurs stressants dans la vie font que finalement... À un moment donné, on en a plein la tête, on en a plein le corps, on en a plein, on n'en peut plus, quoi. Et quand on a un ras-le-bol comme ça, ça peut finir par un suicide. Donc, du coup, on se dit, pourquoi on arrive à ce point-là? Le problème, c'est ça, c'est pourquoi on arrive à ce ras-le-bol-là? Pourquoi? C'est ça la question qu'on se pose. Okay. Les réponses à ces questions, vous les avez déjà. Vous savez très bien qu'à un moment donné, il y a dans la vie de la personne quelque chose qui l'amène à se sentir plus morte que vivant, finalement. Oui, en effet, quand vous vivez des choses très stressantes, très difficiles dans la vie, vous vous dites que, je vais pouvoir rebondir, je vais pouvoir aller de l'avant. Oui, c'est d'ailleurs ce qui nous fait vivre. Hein. Le moteur de la vie, c'est un peu ça, c'est l'espoir, c'est les projets de vie, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, l'entourage. Mais parfois, il se trouve que vous êtes dans un tel état d'épuisement mental, un tel état d'épuisement physique que vous n'avez envie de rien. Et c'est ça qu'on rencontre chez ces personnes-là, une apathie totale à un moment donné, mentale et physique, une envie de ne rien faire, une envie de ne plus croire en personne, une envie, vous vous sentez que vous n'existez plus, vous n'êtes plus utile à qui que ce soit, vous n'êtes pas utile à la famille, vous n'êtes pas utile à vos enfants, vous n'êtes pas utile à vos collègues, vous n'êtes pas utile à votre entourage. Et là, quand vous avez ce sentiment un petit peu d'isolement mental, d'isolement physique dans votre tête, vous risquez effectivement de basculer dans cette espèce de gouffre d'idées noires, de mal-être, et ça peut aller avec l'âge, avec les autres événements de la vie, ça peut effectivement s'empirer jusqu'à arriver à ce suicide. Bien sûr, les personnes qui sont déjà un peu fragilisées, vous savez, avec le temps, ça se vulnérabilise encore plus, ça se fragilise encore plus si on n'a pas de l'aide pour cela. La question, Madame la Présidente, c'est qu'est-ce que l'association a fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'elle doit encore faire ? Aujourd'hui, l'association fait de la prévention, du coup. Aujourd'hui, on a un système d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc un numéro vert qui est gratuit, donc où des personnes au bout du fil écoutent les gens, essayent de les conseiller, donc de les aider. Et ensuite, c'est plusieurs petites actions autour à la Réunion, pour sensibiliser justement et faire de la prévention du suicide. Et à chaque fois, on attend qu'il y ait une journée mondiale, on attend un événement. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe ? Comment les gens viennent vers vous ? Comment il y a il y a cet appel au secours ? Comment ça se passe au sein de l'association ? Au sein de l'association, du coup, les personnes appellent directement donc, sur le numéro vert et vous avez des personnes constamment qui répondent et qui, du coup, répondent aux questions et aux besoins de ces personnes-là. Alors, les écoutants, comment vous les sélectionnez? Comment vous les formez à entendre
mais à ne pas absorber toute la souffrance. Alors il y a de l'empathie, bien sûr, mais aussi ce sont des personnes qui ont un entourage autour d'eux et qui, eux, sont capables de pouvoir répondre, en fait, pouvoir aider ces personnes-là, qui, eux, ne sont pas forcément, voilà, qui ne sont pas dans le mal-être et qui peuvent trouver des solutions à ce mal-être. Donc, on les forme, on leur explique comment parler à ces personnes-là, et aujourd'hui, ces personnes-là sont en capacité, justement, d'aider les personnes dans le besoin. Et dans la formation, les bénévoles que vous avez, généralement, sont des personnes qui, soit ils ont connu ces passages-là, ou c'est des personnes qui viennent parce qu'ils ont envie d'apporter quelque chose. Non, ce sont des personnes, voilà, qui ont envie, qui ont la vocation, en fait, d'aide, d'entraide, de l'humain, et ce ne sont pas des personnes qui sont passées par là, non. Le bénévolat, Danone, c'est quelque chose qui se tient, on voit, les gens viennent vers vous parce qu'ils ont besoin d'apporter quelque chose, ou aujourd'hui vous manquez de bénévoles? Le bénévolat, c'est très difficile, le bénévolat, hein. Il faut vraiment beaucoup, comme disait Madame aussi Anaïs, le bénévolat, il faut beaucoup d'empathie, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté aussi de sa part. Mais le bénévolat, c'est aussi un épuisement, on s'épuise. Et c'est pour ça que dans l'association, on essaye de faire du débriefing avec les écoutants pour pas que les gens s'épuisent de trop. Aujourd'hui, on trouve encore des bénévoles, heureusement, mais bien sûr, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que, vous savez, il faut donner quand même beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Quand on est écoutant, on est, au moment où on fait de l'écoute, par exemple, si on fait de l'écoute, par exemple, un week-end, eh bien, on peut pas dire qu'on dort tranquille. On est quand même un petit peu de garde, on est un petit peu de veille. Et donc, vous allez au lit vous coucher, mais vous avez toujours l'impression que peut-être le téléphone va sonner, qu'il va falloir rapporter cette écoute-là à 4 heures du matin. Et donc, vous dormez finalement que sur une oreille, si on peut dire. Et c'est quand même épuisant, c'est quand même fatigant. Et puis aussi, toutes les actions que nous menons dans l'association, elles sont faites par les bénévoles, les actions dans les quartiers, les actions dans les écoles, les actions auprès d'autres partenaires, d'autres associations. Ça veut dire qu'il faut toujours, si vous voulez, avoir cette espèce de, j'allais dire, cette énergie mentale, cette énergie physique. C'est très physique, c'est très physique. Il faut, on va dire comme un entraînement, comme on s'entraîne pour faire du sport, je pense qu'on s'entraîne aussi à faire du bénévolat. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis depuis maintenant très longtemps, que je fais du bénévolat dans APS et dans d'autres associations. C'est un peu ça, c'est un exercice vraiment physique et mental. Aujourd'hui, comment j'allais dire, ceux qui font des TS, quelles sont les raisons qui les amènent à faire ça aujourd'hui, à aller à cette extrémité? Globalement, bien sûr. Oui, globalement. En fait, ce que je vous disais, c'est que dans la vie, vous avez un parcours de vie. Vous naissez, vous vivez, vous avez un parcours de vie. Mais il se trouve que dans ce parcours de vie, vous allez avoir des événements de votre vie, des événements difficiles, une mort, un deuil, un accident, une difficulté, une rupture amoureuse, une rupture de vie, un problème sentimental, et puis un problème aussi professionnel, une rupture peut-être professionnelle. Donc tous ces événements de la vie font qu'à un moment donné, si vous êtes un petit peu fragilisé, notamment j'ai l'exemple d'une fille qu'on a rencontrée il y a pas longtemps, qui avait été harcelée quand elle était petite, un harcèlement sexuel par exemple, qui a eu un harcèlement sexuel, qui avait été vraiment, qui s'est sentie touchée dans son fort intérieur, et elle a vécu avec ça. Et à un moment donné, quand à l'école ça ne va pas, eh bien ça redouble, si vous voulez, d'intensité chez elle, cette espèce de sentiment de s'être fait avoir, hein, c'est un peu ça. Et arrivé après dans son milieu du travail, comme elle a eu un problème avec son employeur, eh bien elle m'a dit, j'ai eu l'impression encore une fois de m'être fait avoir. C'est-à-dire comme si elle vivait une troisième fois finalement ce harcèlement-là, c'est-à-dire que se faire avoir dans son intimité, se faire avoir dans son fort intérieur, se faire avoir dans son identité. Je crois que c'est ça finalement la raison qui va pousser quelqu'un à ne plus pouvoir rebondir, quoi. Se sentir en même temps faible, vulnérable. Autrement dit, au lieu d'avoir eu des facteurs de protection dans sa vie, la personne a plutôt j'allais dire des facteurs oppressants, des facteurs de destruction, et ça peut amener à ne plus pouvoir rebondir. Et quand on ne rebondit plus, eh bien, on peut effectivement s'engouffrer. Et là, vous avez des idées noires. Et là, vous ne vous sentez pas bien.
Et là, vous allez jusqu'à ce qu'on appelle une idéation suicidaire. Et là, vous pouvez effectivement aller un passage à l'acte si l'aide ne vient pas. Parce que très souvent, quand vous êtes mal, vous vous isolez, vous croyez que personne au monde ne peut vous aider. Et quand vous n'êtes pas bien, vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes mal comme ça. Et il y a déjà cette première posture qu'ont les personnes qui se sentent mal, c'est ce repli sur soi. Je pense, hein, c'est ce qu'on voit nous, parce que même les personnes qui nous appellent au bout du fil nous disent, Madame, je me sens complètement seule, je me sens isolée, je peux pas parler de ce qui m'arrive autour de moi, je peux pas parler à mon mari ou à ma femme ou à ma famille ou à mes collègues, parce que j'ai l'impression que personne ne va me comprendre. On a cette idée-là, ce sentiment d'incompréhension et ce sentiment un petit peu de repli sur soi, ce sentiment d'isolement, parce que on a l'impression que vous savez, on vit dans une société aujourd'hui, on vous dit allez, faites tout pour réussir, allez, faites tout pour être quelqu'un. À un moment donné, si vous êtes fatigué, si vous êtes faible, vous êtes en souffrance. Or, vous n'avez pas le droit de souffrir dans la société. On est déjà dans une société élitiste, vous n'avez pas le droit de souffrir. Donc on vous dit battez-vous, battez-vous. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, baissent les bras. Et ça, la société, il y en a plein. À La Réunion, on en a plein, des gens qui à un moment donné, baisse les bras. Oui, parce que la souffrance est vraiment forte. Comment entendre l'appel au secours? Parce qu'on dit toujours qu'une tentative de suicide, une TS, c'est un appel au secours. Comment l'association peut se dire, voilà, on va essayer d'entendre ces signes, ces signaux, parce qu'apparemment il y en a. Avant de passer à l'acte, il y a toujours un appel à l'aide. Est-ce que au sein de Prévention Suicide, il y a aujourd'hui, c'est j'allais dire, un aspect que vous développez, ou alors il faut vraiment être à l'écoute, et là, de chaque élément qui peut arriver? C'est un peu des deux en fait. On est à l'écoute parce que du coup c'est la Réunion, c'est les Réunionnais aujourd'hui qui parlent et c'est aujourd'hui pour cette raison-là qu'on a créé cette association et qu'elle existe. C'est parce qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Donc, on tente du mieux qu'on peut d'écouter justement cette attente des Réunionnais et de ces problèmes qui surviennent. Et autour de ça, on essaye de faire de la sensibilisation et de dire que voilà, vous pouvez être aidé si vous en avez besoin. Souvent, ces personnes-là, comme l'a dit Danone, elles s'isolent. Et malheureusement, nous, ce qu'on veut pas, c'est justement on ne veut pas qu'elles s'isolent, on veut qu'elles prennent la parole et qu'elles dévoilent leur mal-être pour aller mieux. La démarche vers ce public est plus une question de génération ou une question de cause qui déclenche la souffrance? Ce n'est pas forcément une question de génération. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai 28 ans et j'ai des personnes autour de moi qui sont confrontées à ce problème-là. Quelle génération? Donc du coup, les adolescents. Les moins de 20 ans, les voilà, moins de 30 ans. Les moins de 20 ans, les moins de 30 ans. Et au-delà également, des personnes âgées. Donc voilà, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'environnement et de cadre de vie, justement. Alors, puisqu'il s'agit de ça, comment intervenir sur l'individu sans pour autant intervenir sur son environnement? Parce qu'on sait que c'est son environnement qui déclenche et qui entretient le mal-être. Du moins, c'est ce que la personne ressent. Même si l'environnement n'est pas vraiment à l'origine de son mal, mais à un moment donné, puisque son environnement ne le soutient plus ou ne la soutient plus, la personne se sent vraiment en exclusion. Tout à fait. Alors, nous, déjà, c'est de l'écoute qu'on fera. Et déjà, une personne qui parle, c'est une personne qui va commencer à se libérer. Et ça, ce sera déjà une aide pour la personne. Et nous, ensuite, on va la diriger vers des personnes peut-être professionnelles qui pourront du coup l'aider après dans l'accompagnement après de son problème. Mais nous, on est là vraiment pour écouter et pour dire qu'il existe des solutions pour devenir en fait mieux. La démarche, à chaque année, si on regarde les chiffres, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de vous et combien vous arrivez à remettre un petit peu d'aplomb, je dirais? Si on prend l'exemple
des appels, par exemple. On voit qu'on peut avoir entre un appel et 10, 12 appels par jour. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Ça veut dire que si toutes ces personnes n'avaient pas appelé, ces appelants-là n'avaient pas été au bout du fil, peut-être que ces personnes se seraient suicidées. Donc, si vous voulez, si on comptabilise 10 personnes par jour, vous voyez bien ce que ça fait sur l'année. Donc, ça veut dire que déjà là, on essaye de sauver ces gens-là et en tout cas de leur dire qu'il y a peut-être une autre alternative à leurs problèmes. Parce que quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes, c'est comme on dit, hein, quand vous avez la tête sur le tronc, quand vous avez le nez sur le tronc, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres possibilités de solutions. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres alternatives possibles. Donc c'est vrai, régulièrement, les gens, après comme ça, un appel téléphonique, un entretien, disent, ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu que je pourrais faire comme ça. J'ai pas vu que je pourrais appeler tel service. Parce que les gens ne connaissent pas tous les services non plus. Regardez, même nous, tout le monde ne connaît pas notre numéro, alors qu'on existe quand même depuis pas mal de temps. On n'a pas forcément tous les moyens pour diffuser comme ça les moyens. Regardez, là, on a fait une conférence pour la journée mondiale. Eh bien, finalement, ceux qui sont venus, c'est parce qu'ils ont entendu peut-être un peu à la radio ou dans les médias, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que, au niveau de la prévention, si vous voulez, il faudrait que tout un chacun sache que chacun d'entre nous peut être acteur de prévention. Chacun d'entre nous peut devenir une espèce de sentinelle. On fait attention à ce qui se passe autour de nous. Et cette prévention, on peut vraiment la développer. Bon, évidemment, si on avait plus de moyens, c'est pas trop le cas en ce moment. On coupe un peu partout les budgets. Mais la prévention, c'est très important. Et c'est vrai que quand on regarde les politiques, on pense que on va pas donner des moyens en prévention parce que c'est un travail très lent, la prévention. C'est un travail que vous faites en souterrain, c'est un travail qui est sur des années. Les résultats, vous l'avez au bout de 5, 10, 15, 20 ans. C'est vrai que nous, on a commencé l'association pratiquement en l'an 2000. On peut dire que si peut-être les chiffres se sont stabilisés, on dit pas que c'est grâce à nous, mais on dit que c'est déjà pas trop mal. Et la prévention, les résultats se font vraiment ressentir à long terme, c'est pas à court terme. Ce qu'on fait maintenant, on aura des résultats dans 5, 10 ans, c'est comme ça. Là, pour cette situation, pour l'évolution depuis l'an 2000, quand on regarde cette évolution-là, d'un point de vue purement sociologique, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un aspect social déjà d'une part? Est-ce qu'il y a des parties précises de la population qui sont touchées ou aujourd'hui le suicide touche toutes les couches sociales? Mais en tout cas, si on regarde au niveau national ou au niveau même mondial, tout le monde est touché par le suicide. Si on regarde la Réunion, vous avez tout le monde qui est touché. On a vu des jeunes de 12 ans se suicider comme une personne âgée de 80 ans. Donc tout le monde est touché. Quand on regarde les catégories sociales, il y a vraiment tout le monde. Moi, j'ai vu un médecin, qui s'est suicidé. J'ai vu quelqu'un qui était au RSA qui s'est suicidé aussi. Donc si vous voulez, c'est un petit peu toutes les catégories sociales. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être pas simplement qu'un problème économique, bien sûr, mais c'est quand même un problème de vulnérabilité et de précarité, mais précarité mentale et précarité, vulnérabilité sociale. C'est-à-dire que tout un ensemble qui fait que la personne, à un moment donné, a l'impression que ses ressources propres ne suffisent plus. Ses ressources personnelles ne suffisent plus. Et c'est là qu'il faut de l'aide. C'est là qu'il faut apporter de l'aide. Et notre société ne donne pas assez d'aide. Comment préparer l'individu à être suffisamment fort dans son corps et dans sa tête pour affronter ce qu'il attend finalement dans la vie? C'est l'éducation. Mon avis, c'est que, en effet, ça peut partir de l'éducation, ça peut partir de l'environnement, donc la famille, les amis, et oui, tout simplement. Et en matière de prévention, l'association aujourd'hui travaille aussi sur l'éducation. Comment faire en sorte que on puisse, dans la prévention, donner aux éducateurs, aux parents, les bons mots, les bons gestes pour éviter que l'enfant ou la personne se retrouve sur un itinéraire qui peut l'emmener vers une tentative de suicide. Tout à fait. On essaye d'orienter aussi on a aussi des appels de parents, justement, qui appellent en fait pour leurs enfants, parce que leurs enfants sont en détresse et ils ne savent pas comment faire. Et nous, justement, on essaye de leur donner justement des éléments pour qu'ils puissent avoir les éléments qu'ils pourront justement donner à leurs enfants après par la suite. Mais ça passe avant tout par l'éducation et on essaye de donner des directives là-dessus, oui. Et sur ce point, comment faire en sorte aujourd'hui que, sans que ça devienne du stress, un drame, que ce soit une victimisation, qu'on puisse parler du suicide, et c'est peut-être ça aussi le problème,
que les gens puissent parler du suicide sans pour autant se sentir concernés? Comment faire pour que ce soit un sujet de société, un sujet de discussion, et non pas comme si on est en train de tracer un chemin vers le suicide? Comment en parler de manière, je dirais, plutôt positive? Il faut que ça reste positif parce que l'aide est positive. Il n'y a pas de fatalité en soi dans les TS, mais on va le tourner de manière justement positive pour dire il y a toujours de l'espoir et il faut continuer à vivre. Oui, c'est lever le tabou sur le sujet, c'est-à-dire que ça ne devient pas un sujet interdit à en parler en famille, dans la société, et que tout le monde se sente concerné par cette problématique, parce que c'est comme si tout d'un coup, ce sujet-là, on ne va pas en parler. On peut parler de tous les sujets, mais pas de celui-là. Bon, je comprends, c'est un sujet effectivement qui fait mal, qui parle de la mort, bien entendu, mais finalement, le problème du suicide ne parle pas de la mort, parle de la vie. Parle de la vie, puisque quand on parle du problème du suicide, c'est tout d'un coup, il y aura l'absence de vie. Donc du coup, je pense qu'on ne peut pas s'interdire de parler de ce sujet. Il faut vraiment lever le tabou dessus. Puis je reviens à la conférence donc avec Dr Doré, Bérénice, qui est effectivement professeur aussi en médecine génétique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le cerveau, quand ça va mal dans la tête, parce que quand vous n'êtes pas bien, vous dites j'ai mal à la tête, j'ai mal dans mon corps, quand les pensées vous envahissent, on se rend compte quand même que avec les nouvelles découvertes de la science aujourd'hui, avec les neurosciences et tout ça, on se rend compte que le cerveau, il est malléable. Le cerveau, il y a une plasticité, ce qu'on appelle plasticité cérébrale, qui permettent à des connexions de se faire quand celles-ci ne peuvent... C'est que quand vous avez des connexions qui ne se font plus, vous pouvez essayer de rattraper. C'est comme si vous preniez toujours le même chemin pour faire Saint-Denis pour aller à Saint-Paul, et que quand la route est basculée, vous prenez la montagne, vous prenez le chemin par la montagne. De votre cerveau, c'est un peu pareil. Si par exemple, telle connexion de A à B ne se fait pas, vous allez prendre peut-être A et puis vous tournez, et puis vous arrivez quand même à B. Et ça, on sait par les nouvelles recherches que c'est possible. Donc si vous avez un mal-être, si vous avez un comportement qui n'est pas, si vous voulez, conforme, qui vous met pas dans un bon état, qui vous met dans un mal-être, vous pouvez sans doute travailler, il y a des exercices à faire, il y a une prise en charge possible pour que vous trouviez d'autres chemins pour tendre vers le mieux-être et le bien-être plutôt que le mal-être, notamment les thérapies, notamment les loisirs, le sport, enfin plein de... L'éducation, vous parlez d'éducation, eh bien l'éducation par le sport, l'éducation par effectivement la prise de conscience qu'on peut faire confiance à l'autre, l'éducation par un développement d'une forte empathie, l'éducation par effectivement ce travail un peu communautaire. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée, c'est-à-dire que le cerveau, il est malléable, on peut travailler dessus, allons-y. C'est une piste peut-être sur laquelle on commence à travailler aujourd'hui. Et à mon avis, peut-être ça nous aiderait aussi à faire éviter en tout cas un suicide. Il nous reste 1 minute et demie, non 2 minutes et demie. Ma question va être, quel conseil on peut donner aux personnes qui voient leurs proches changer, tomber dans une forme de fatalisme, peu à peu voir se dégrader leur vision de la vie, parfois être un peu plus morbide dans le regard, autre chose. Comment faire en sorte que l'environnement soit l'environnement qui souffre aussi, qui a aussi ses souffrances, faire que l'environnement soit capable de capter ces signaux-là. Et justement, moi je voudrais dire, surtout quand quelqu'un va mal, il ne faut pas lui dire mais non, tu vas bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe. Si quelqu'un va mal, il faut dire effectivement, je vois que tu vas mal. Et donc, je pense que tu as besoin de l'aide. Moi, en tant que parent, enfin, au moins en tant que maman, je ne peux pas t'apporter de l'aide. Mais tu sais qu'il y a peut-être des relais, il y a peut-être des associations, il y a peut-être des professionnels qui pourraient t'apporter de l'aide. Là, on est à l'écoute de la souffrance de l'autre et du mal-être de l'autre. Mais lui dire mais non, mais ça va bien, tu vois bien que ça va bien, parce que tout le monde va bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la première chose que je dirais, c'est aux proches, à l'entourage, à la famille ou aux professionnels, de dire oui, je vois que tu vas mal, mais je peux t'apporter de l'aide. Et si je ne peux pas t'apporter de l'aide, tu as peut-être des relais possibles. Et ça, il faut vraiment que la personne entende pour pas que la personne reste isolée dans sa souffrance et avec sa souffrance. Et je vous donnerai peut-être le numéro du téléphone de l'association pour que les gens puissent appeler quand même, le 0262 35 69 38. 35 69 38.
Et là, on peut effectivement parler et s'exprimer sur sa souffrance. Le mot de la fin pour la présidente. Anaïs Kapanen, est-ce que dans les semaines, les mois à venir, l'association prévoit des actions particulières? Donc aujourd'hui déjà c'est la journée mondiale de la prévention du suicide, donc il y a plusieurs débats qui sont organisés. Demain également il y aura un débat à la médiathèque du Tampon qui sera organisé. Et après on aura certainement des... C'est en cours de préparation pour jusqu'à la fin de l'année pour les prochaines journées. On a l'occasion donc de vous accueillir de nouveau sur ce plateau. Merci Anaïs Kapanen, donc présidente de l'association Prévention Suicide. Merci à vous. À Danan Odayan Lechmi donc pour les informations qu'elle nous apporte à chaque fois, en tout cas concernant cet élément de notre société. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis.